Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est Fabien qui nous a proposé de venir à Paris dans une petite librairie indépendante. Grande librairie indépendante. Carib. Grande librairie indépendante. Alors là, je vois les deux propriétaires de la librairie qui me dévisagent. Il s'agit de Hugues. Hugues, ça va à la pêche? Ouais, très bien. Ouais. La banane. Prêt à parler de la grande librairie indépendante Carib. Carib 2. Alors lui, c'est Carib 2. Avec un D, non. Non, mais je comprends rien à vos histoires. Le nom de la librairie, c'est Caribde. Ah, Caribde, d'accord. Ouais. Autant pour moi, j'ai toujours prononcé ça Carib. Ouais, bah oui, moi aussi. Mais il faut pas. Caribde. Il y a un D qui n'est pas muet. D'accord. Autant pour nous. Et ben okay. voilà. Ben voilà, on commence direct. On commence tout de suite par apprendre quelque chose. C'est le principe, c'est qu'on arrive ici, on ne sait rien. À la fin de ce podcast, on saura tout. Nous sommes également avec Anaïs. Anaïs, ça va? Bonjour, oui, ça va. Alors pourquoi Carib 2? Carib 1, Carib 2? Pourquoi c'est déjà comme ça? Qu'est-ce qui vous prend de vous appeler par des numéros? Bah, en fait, quand on s'est rassemblés, pour créer cette librairie, on s'est aperçu que parmi les lectures dont on était tous fans, parce qu'on a chacun nos préférés, etc. Mais il y avait un auteur qui faisait vraiment l'unanimité, qui est en fait un auteur collectif italien, qui, comme son nom ne l'indique pas, s'appelle Wooming. D'accord. Et donc, c'est vrai que... Wooming, c'est le collectif, et chacun d'entre eux s'appelle Wooming 1, Wooming 2, Wooming 4, Wooming 5. D'accord. Et du coup, on a trouvé ça drôle de faire un hommage un peu private joke en fait, mais à ces Italiens, en s'appelant Caribde, le collectif, et Caribde 1, 2, 3, 4, et désormais 7. D'accord. Vous êtes 7 en tout 7 associés, c'est ça? Non. On est 5 associés, mais il y a 2 personnes qui sont très proches de la librairie, qui ne font pas partie des associés, mais qui sont tellement proches qu'elles ont un numéro Caribde de 5 et 6. Okay. Et Caribde du 8 et 9 aussi sont des proches de la librairie. D'accord. Alors évidemment, moi, le truc qui me sidère, c'est cette librairie indépendante. Je vois pas du tout ce que signifie cette indépendante. On va peut-être expliquer ce qu'on fait là, en fait. Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, Fabien, pourquoi tu as amené le podcast de la cellule ici? C'est un podcast ADN, c'est-à-dire autour de nous. Le principe des podcasts ADN, c'est de parler pas directement du jeu de rôle, mais du monde qui entoure le jeu de rôle, de ce qui touche au jeu de rôle, un peu de ses cousins, quoi. D'une certaine manière. Et quand j'ai découvert Caribde via Hugues et puis ensuite via Anaïs, je me suis dit au bout d'un moment, ça fera un magnifique podcast ADN. Il y a 2 raisons qui motivent ça. Je pense que ça va un peu structurer le podcast. C'est d'abord que Caribde est une librairie indépendante, comme on l'a dit. Et donc, c'était intéressant, je trouve, de réfléchir à ce que ça signifie l'indépendance quand on est libraire, parce que, comme on va le voir, je pense que c'est pas du tout la même chose que être auteur indépendant de jeu de rôle. Anaïs fait non de la tête. Et c'est sans doute pas la même chose non plus que être auteur, indépendant, auteur de littérature indépendant, quoi. Et l'autre chose, c'est que Caribde, à côté d'auteurs tout à fait respectables, a aussi des kilomètres de rayons de fantasy, de science-fiction, et aussi de choses qui sont un peu inclassables, quoi. Je pense en particulier au Jardin statuaire de Jacques Abeille, par exemple, où il y a tout un pan ou Gormenghast aussi de Merwin Peak, des choses comme ça. Et j'avais aussi envie de vous faire parler et vous entendre sur ce que c'est que cette littérature et surtout comment vous voyez ce milieu en tant qu'insider bien informé, quoi, si j'ose dire, puis en tant que amatrice et amateur. Comme ça se voit pas pour les auditeurs, mais je vois leur regard. Je sais bien que vous n'êtes pas. Tu peux réagir en direct, tu peux réagir tout de suite au micro. Ouais, tu peux lui écorcher la tronche dès le départ. Je sais bien que vous êtes. Enfin, vous posez pas en expert ou en spécialiste, et c'est pas dans cette position que je vous mets, mais je suis sûr que ça intéressera les auditeurs de la cellule de vous entendre parler aussi là-dessus. Et oui, un truc auquel j'ai pensé en arrivant, c'est que un autre truc qui nous lie tous les 4, c'est qu'on est tous les 4 rôlistes. Ah oui.
On a tous les quatre on fait du jeu de rôle. Bon, chacun des libraires rôlistes, ça existe. Avec des expériences différentes, mais ça c'est super. Quelle c'est une super vision bonne t'as nouvelle. des libraires. Je sais pas, c'est Rupert Giles dans Buffy, ils invoquent des démons et des trucs comme ça, mais ils font pas du jeu de rôle. Quoi. C'est ça un libraire, non? C'est un bibliothécaire, Giles. Ah merde! Je croyais que c'était parce que c'était des faux amis, librairies, bibliothécaires. Ouais, et puis ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Voilà. Est-ce que tu voulais parler de Rupert Giles? Non, c'est pour parler de ADN. J'adore Rupert Giles par ailleurs. Mais je trouve j'ai vraiment le sentiment que le jeu de rôle existe dans la littérature de l'imaginaire de manière un peu clandestine, quoi. Quand on creuse, on a souvent des grands créateurs de jeux vidéo, de jeux de société, de littérature, qui ont fait du jeu de rôle et que ça se voit pas tellement. Et donc à cause de ça, je me disais que ce serait intéressant de creuser ça, quoi. Hugues vient de sortir un livre les rôlistes cachés de Chloé, j'arrive pas à lire d'ici. Delhomme, faut que tu m'aides. Qui s'appelle La nuit, je suis Buffy Summers. Tu nous en parleras. On commence par parler, je sais pas, de Charybde. Qui veut se lancer sur Charybde? Et pourquoi ça s'appelle Charybde? Ouais, moi j'aimerais bien savoir ça aussi. Charybde, ça a commencé avant Charybde. Il y a la librairie Scylla qui a eu 10 ans cette année. Donc il y a 10 ans, qui a ouvert il y a à 10 minutes à pied d'ici. Et où là, ici? On est au 129 rue de Charenton, Paris 12e. Près de la gare de Lyon, voilà. Métro Reuil Diderot. On fait de la pub, hein. Au top promo. Et du coup, la librairie Scylla, c'est une librairie qui est spécialisée en science-fiction, fantasy, fantastique. Okay. Vraiment spécialisée, c'est-à-dire qu'il a énormément de choses, il a une culture monstrueuse. Et donc, elle a été ouverte par Xavier Vernet, qui la tient toujours, qui est tout seul. Et qui est au 8 rue Risner, dans le 12e, arrondissement à Paris également. Métro Montgalet. Et lui, il s'est rendu compte que ses clients, dont nous on fait partie en fait à la base, on s'est tous rencontrés là-bas. D'accord. Ses clients sont des gros lecteurs hyper curieux, mais ils ne lisent pas que de la SF, ils lisent plein d'autres trucs aussi, et ils sont en demande d'une librairie indé qui leur corresponde à eux, sur les autres littératures aussi. Et du coup, plutôt que de s'agrandir, il a lancé l'impulsion, voilà, elle vient de là, le Charybde. D'accord. Donc, il a rassemblé un crew, c'est nous. D'accord. Et voilà. Ok. Et pourquoi ça s'appelait Scylla au départ? Alors, je crois que c'était d'une part le nom est classe. C'est clair. On est d'accord. Et il y a le côté mythique, monstre, etc. Parce que Charybde et Scylla, c'est deux monstres de la. Alors les auditeurs de la cellule sont tous fans de Saint Seiya. En fait, c'est un monstre et un gouffre. Hein. Dans l'Odyssée, non, c'est ceux qui bouffent les bateaux d'Ulysse. Voilà, et si on veut éviter là, on tombe dans le gouffre, qui est l'autre. Et donc Scylla, oui d'ailleurs Scylla c'est le gouffre. Je crois que c'est le monstre Scylla. D'où l'expression elle est terrible le gouffre. Ouais. D'accord. D'où l'expression elle est de Charybde en Scylla, c'est-à-dire d'erreur en erreur, quoi. On essaye d'éviter une erreur et on tombe dans une autre. Si vous passez entre le 12e et le 13e, vous êtes condamné à être bouffé par une des deux librairies. Choisissez laquelle. Et donc nos clients vont de Charybde en Scylla et inversement. Enfin voilà, sérieux, hein, le samedi, les gens font les deux, quoi. Ok. Enfin notre cœur d'habitué. Et donc plutôt que s'agrandir, vous ouvrez, le collectif ouvre une autre boutique qui est vraiment, sur le papier, c'est vraiment, les deux n'ont rien à voir. On est une SARL avec 5 associés. On était 4 à la base, on a été rejoints par une nouvelle associée. Et après, concrètement, on travaille ensemble, on s'envoie des clients. Si y a un bouquin que moi j'ai pas, que lui a, il me le met de côté. Ou moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Là, je t'ai demandé une. Ou on le fait venir ici. Voilà, on bosse ensemble. D'accord. Alors moi j'ai une question, mais vraiment qui me brûle les lèvres, c'est quand j'entends librairie indépendante, je ne comprends pas le sens du mot indépendant. Voilà, tu vas vite en besogne. Tu voulais passer. Je voulais les faire parler encore un peu de la librairie avant d'attaquer le gros. J'ai trop hâte de. Je veux savoir. On est à quelle date? C'est fondé en quelle année? Alors nous, on a fondé Charybde en 2011, donc c'est tout récent en fait. Là, on va sur notre 3e année. Okay. En juin 2011, ouais. On aura 3 ans en juin 2011. Et comment comment ça fonctionne parce que pour motiver ma question, ce qui est
épatant, je trouve, dans Charybde, à vous voir fonctionner de l'extérieur, c'est le côté la différence, la distinction entre client et comment dire staff, si j'ose dire, ou management. C'est mon côté école de commerce qui parle, est assez mince en fait. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens qui viennent présenter leurs livres ici. Vous avez des soirées où ça se termine à pas d'heure, où les gens participent énormément à la librairie. Enfin, il y a aussi une grande complicité entre staff. C'est-à-dire que toi, en fait, t'as été client et là maintenant tu viens les interviewer. Voilà, c'est ça. Il y a aussi ça, tu vois. Enfin, ce qui serait, pas toujours possible dans d'autres. Donc comment ça fonctionne de l'intérieur? C'est un modèle de Scylla en fait, qui est un modèle horizontal. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le libraire prescripteur de la culture avec un grand C qui va éduquer les masses et avec beaucoup de pédagogie les amener de la lecture de merde à de la lecture de haut de gamme. Ouais. En fait, tout le monde est prescripteur, tout le monde se conseille les uns les autres. Alors ça, je pense que ça vient aussi du côté le milieu de la SF est un petit milieu. D'accord. Du coup, tout le monde se connaît. Je veux dire, les lecteurs retrouvent les auteurs, leurs auteurs, aussi, que ce soit sur des salons, dans des librairies, dans des machins. Donc il y a une vraie promiscuité, il y a une vraie convivialité qui est pas forcément qu'on essaye de maintenir même quand on s'adresse aussi à des auteurs de polar, de littérature blanche, etc. Et qu'il y a un aller-retour, quoi. C'est-à-dire, j'ai lu ça, tiens, tu devrais lire ça. Voilà. D'accord. Les gens s'offrent des bouquins, etc. D'accord. Comment ça fonctionne, les soirées Charybde? Enfin, je pose la question un peu en naïf, mais... En fait, il y a plein de façons différentes de faire une soirée à Charybde. Okay. Le libraire d'un soir, c'est un truc qu'on aime bien parce que c'est assez représentatif de justement notre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on invite une personnalité, que ce soit un auteur, un traducteur, un éditeur, un chroniqueur. Un client aussi parfois, non? Ou quelqu'un qui vient présenter qui chronique, quelqu'un qui soit un blog ou soit qui est quand même qui soit quand même une personnalité. Et on l'invite à venir présenter non pas ses propres bouquins si c'est un auteur, un éditeur ou un traducteur, mais les bouquins qu'il aime ou qui l'ont influencé, qui l'ont marqué. D'accord. Et et après nous dans cette soirée-là, pour un chroniqueur la question se pose pas, mais si jamais on a un auteur ou un éditeur, on va présenter nous les bouquins qui produit. Et si je me trompe pas, il y a même une table qui est dédiée à ça, c'est-à-dire que. Et voilà, c'est aussi c'est le libraire d'un soir, c'est aussi le libraire du mois. D'accord. C'est-à-dire que la table après reste pendant un mois. Ok. Attends, je comprends pas là. Je vois pas ce que c'est. C'est-à-dire la table. C'est-à-dire que les livres que la personne a recommandés restent sur la table, disponibles sur une table avec marqué au-dessus libraire du mois. Ah d'accord. Juste derrière Hugues là-bas. D'accord, ok. Les auditeurs la voient pas, mais. Non, mais moi je l'ai vu. En fait, en librairie, c'est important. Un bouquin qui est en table, c'est un bouquin qui est vu par rapport à un bouquin qui est dans le rayon. Donc c'est pour ça le fait de dire en table, c'est important. C'est pour ça. N'importe qui peut venir finalement à Charybde faire la promotion de. Pas tout à fait n'importe qui. Non, c'est quelqu'un qui chronique en règle générale ou qui écrit. Le truc, c'est nous on invite. C'est nous on choisit. Pardon, excuse-moi. La personne qui vient installer son. Ouais, ça change tout. Mais quand même, il y a ce côté dont on parlait tout à l'heure de la différence client libraire qui est pas qui est un peu plus complexe que ça, quoi, qui est. Non, mais il y a toute une ambiance, je pense, comme le disait Anaïs, qui vient de Scylla, mais qu'on cherche à reproduire en fait chez Charybde dès l'origine, dès juin 2011, qui est que un certain nombre de clients que par ailleurs, quand ils sont pas dans la librairie, ils soient blogueurs, ils soient traducteurs, ils soient auteurs eux-mêmes, et un bon nombre le sont, enfin sont pas juste clients de la librairie, mais ont une activité qui est liée à la lecture, à la littérature. Tout genre confondu, c'est que eux-mêmes quand ils sont là, ils rencontrent d'autres personnes qu'ils connaissent et les gens se conseillent des livres entre eux. Et là, les libraires, on est des personnes parmi les autres, quoi. Nous aussi, on a nos propres lectures, ça échange, ça brasse. On va prendre des conseils de lecture venant de tel ou tel client habitué et vice versa. Et dans certains cas. Oui, il y a pas, ce travail de libraire en fait est tout réparti, tout fragmenté en fait, un peu auprès de tous les gens qui sont là et qui ont envie de parler de leurs enthousiasmes, de leur lecture, etc. quoi. J'ai l'impression que vous essayez d'échapper finalement en tant que libraire à cette catégorisation de magasin. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement là pour vendre un produit, on est là aussi pour échanger sur des ouvrages.
C'est fondé comme jugement ou? Ah bah oui, enfin nous on a voulu ouvrir une librairie, on n'a pas voulu ouvrir un magasin. Oui, c'est pas une épicerie quoi. Ça c'est ce qui veut pas du tout dire qu'il y a pas enfin il y a une dimension commerciale et marchande qui est totalement assumée. Et nos clients savent parfaitement que ce qui nous fait vivre, c'est bien de vendre des livres, et justement de vendre des livres. On ne vend pas de vendre des sacs de sucre ou des objets annexes, etc. Parce que ça nous intéresse pas. Et on reste dans quelque chose. Pas de stylo, pas de carte postale, pas d'agenda. Pas de papeterie. On veut rester effectivement dans la vente, mais dans la vente d'objets, de contenus qui nous plaisent. Enfin, ça, on en reparlera, mais c'est un peu la condition sine qua non. Comment vous choisissez les livres qui sont là autour de nous dans les étagères? C'est au plaisir, c'est suivant c'est la bibliothèque idéale de chacun. Alors il y a d'un côté, quand on a fait l'implantation, c'était notre bibliothèque idéale à chacun. D'accord. Après sur les nouveautés, parce qu'on n'a pas, déjà à 5 on arrive quand même, dont 2 lecteurs incroyables, donc Hugues et Marianne. On arrive quand même à couvrir beaucoup. C'est-à-dire que on choisit des choses qui nous plaisent. Si ça nous plaît pas, ça repart. Et on fait confiance aussi à ce cercle d'habitués dont on connaît les goûts. Enfin vraiment, Caribde a été fait pour eux et à leur image quelque part. Donc s'ils nous conseillent des trucs, on leur fait confiance. Et pareil, on commence à connaître aussi des éditeurs à qui on fait confiance, des traducteurs à qui on fait confiance, qui nous disent là je suis sur une traduction, le texte est monstrueux, vous allez voir, vous allez aimer. Et du coup voilà, on filtre comme ça. Mais c'est vraiment subjectif, c'est selon nos goûts à nous. Et puis de temps à autre, même si c'est plus l'exception, mais c'est une réalité aussi, comme la place n'est pas extensible à l'infini, et qu'il y a en effet, ne serait-ce que par l'afflux de nouveautés qui ont vocation à rester, parce que une des caractéristiques, je pense, c'est pas une exclusivité, mais on est une librairie qui est très axée sur le fond par rapport à la nouveauté. D'accord. La part de nouveauté est faible dans nos ventes et dans ce qu'on a de disponible, parce qu'on est très sélectif. Vous avez pas le dernier 50 nuances de gris mais pardon. mais du coup, pardon, je voulais pas faire du mauvais humour. Mais du coup, même sur 2 ans et demi, en fait, à un moment, même si on a été sélectif au départ pour choisir les 13 ou 14 000 premiers livres, il y a des livres qui disparaissent de notre assortiment pour faire de la place pour d'autres, parce qu'on peut pas agrandir les murs. Et du coup, on va se dire finalement celui-là, on était content de l'avoir, mais on resserre la ligne, quoi. Voilà. Vous compressez les rayons comme ça. Il y a des livres qui sont ils sont bons, mais je pense par exemple, on est une librairie qui fait que de la fiction. D'accord. En essai, il y a des choses superbes qu'on aimerait pouvoir vendre, mais si on commence à faire de l'essai, c'est plus possible, on n'a plus de place, quoi. Déjà rien qu'en fiction, on n'a pas suffisamment de place pour faire tout ce qu'on voudrait faire, donc c'est important de dire aussi on resserre la ligne. Pardon. On va sortir la librairie Minotaur pour faire des trucs d'essai. Moi, t'auras la librairie. T'auras tous les monstres en fait. J'y pense. Moi, quand je pense à ma librairie, à ma bibliothèque à moi, c'est essentiellement des essais, effectivement. Tu vois. Ça, c'est un truc que j'avais pas pris conscience jusque-là, c'est que c'est vraiment une librairie de fiction. Et oui, moi je pourrais vous faire une librairie Minotaur avec effectivement, comme disait Romaric, avec la librairie Sphinx plutôt pour Sphinx, les énigmes et tout, le côté où j'aurai des kilomètres d'essais à vous recommander ou bien. D'accord. Donc vraiment de la fiction avant tout, et puis et même en fiction, c'est vaste. On fait selon nos goûts. Et nous, ce qu'on aime dans la fiction, on est quand même des enfants de la SF à la base. C'est justement la SF qu'on va retrouver à des endroits où on s'y attend pas. Le fantastique qui surgit alors qu'on s'y attendait dans des collections qui sont absolument pas dédiées, etc. Après, on aime beaucoup aussi la littérature africaine, les trucs un peu rock'n'roll, underground. Et mais par exemple Jean-Pierre qui a 30 ans et ça lui pose des problèmes dans son 5e arrondissement, ça nous intéresse pas. Ça veut pas dire pour autant que c'est pas de la littérature et que c'est pas digne d'intérêt, c'est juste que nous c'est pas notre kiff, quoi. Donc on l'aura pas à Caribde. Mais il y a un côté aussi un truc qui me venait en vous écoutant, il y a un côté très communauté en fait autour de Caribde, pardon. Il y a une page Facebook aussi qui est super active. Il se passe pas une semaine sans que j'ai le droit à une invitation de Hugues Robert pour un événement Caribde. Et oui, c'est ce côté-là, quoi, le côté assez chaleureux, comme tu disais tout à l'heure, Anaïs, convivial,
Et encore, t'as pas tout vu parce que il y a des soirées où les gens arrivent, apportent à boire, qui a fait des madeleines, qui a fait un cake, etc. Enfin, ça devient vraiment convivial. Ouais. Et ça c'est très très sympa. Mais il y a un côté, je pense, qui est dans l'échange de ce qu'on disait, l'échange sur les contenus, quoi. Au-delà donc de la marchandise, elle est environnée, quoi, hein, de tout un tas de trucs. Hein. Mais il y a aussi le fait, je pense que c'est 30 ou 40 clients qui forment un peu le noyau dur de la clientèle, auquel des gens s'agrègent un peu à peu, ça grossit heureusement d'ailleurs. Mais il y a une compréhension du fait que justement c'est une librairie, c'est pas une machine à gagner de l'argent et à enrichir ses propriétaires. Elle est pas conçue comme ça. Enfin, et elle peut pas le faire. Il y a des Mercedes qui gênent. Voilà, typiquement. Et donc du coup, les gens savent très bien que quand on offre des boissons dans une soirée et tout, ça vient directement de notre poche, quoi. C'est pas miraculeux. Donc les gens savent très bien que c'est cool, que c'est sympa d'amener un gâteau ou d'amener un truc, quoi. Vous arrivez à vivre de cette activité? C'est-à-dire que là, d'un coup, là, je suis en train dans mes petites notes, mais oui, je suis en train de me poser la question. C'est une bonne question. Alors, le modèle de Carib, c'est particulier parce qu'on est 5 associés, mais on n'est pas 5 à en vivre. Il y en a 4 qui ont un vrai travail à côté, et moi qui suis dedans à plein temps. Donc, il y a qu'une personne à faire vivre, c'est moi. D'accord. Donc toi, tu es salarié de l'association, au final. Alors, c'est une SARL. Excuse-moi. Et je suis associé salarié. D'accord. Okay. En gros, concrètement, Carib, c'est 5 associés à parts égales. Il n'y a pas un majoritaire. Et un micro-associé, c'est moi. D'accord. Qui est aussi salarié. D'accord. Okay. Donc en fait, au final, tu es la seule à vivre de cette activité. Voilà. Et tu vis bien? Sous-entendu. Et vous faites beaucoup de fric ou pas? Non, c'est l'argent qui... Concrètement, Carib, c'est pas fait pour qu'on en vive. Non. D'accord. L'idée, c'est qu'à la fin, j'ai besoin de ne pas me faire entretenir par mon copain. Mais ça va venir. D'accord. Mais pour l'instant, là, sur ce modèle-là, à partir du moment où tu veux pas faire de concessions et tu veux vendre que les trucs que t'aimes, derrière, il faut être prêt à... Je m'attendais pas à ça. C'est un sacré engagement, mine de rien. Je crois que c'est cohérent avec le choix, éditorial, qu'on évoquait. Même s'il est, il est pas défini par une charte, ce choix éditorial, il se fait de façon informelle dans nos discussions entre nous, les 5 associés. Mais il est clair que Anaïs, donc qui est salariée sur la librairie, a exactement la même volonté de presque plus encore que les autres, de pas faire, justement de pas transiger. C'est parce que je suis la plus jeune. Non, mais parce que il y a quand même cette idée, si on fait ce métier-là, que ça soit à temps complet, que ça soit à temps partiel, c'est pour se faire plaisir. Il faut être honnête, hein. Il faut dire c'est pour se faire plaisir à soi d'abord. Hein. D'accord. Et ensuite aux autres, bien entendu. Mais donc vendre des trucs qu'on n'aime pas, qui nous intéressent pas, ou même qui nous font chier, ça arrive. Pourquoi? Ça risque d'attirer des gens qui vous font chier aussi. Non, puis je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'un commerce qui ouvre et dont les gens qui le dirigent me disent le but c'est pas spécialement de gagner de l'argent finalement, c'est de partager une passion. Alors attends, le but c'est quand même que Carib tienne le coup toute seule et paye ses factures. Ouais. Ça c'est important. Et pour ça il faut quand même gagner de l'argent. Ouais. Donc voilà. Après ça c'est l'indépendance de Carib, elle est au prix de notre dépendance personnelle à nous sur d'autres choses. Dépendance des autres par rapport à leurs autres travail. Dépendance de moi par rapport à mon conjoint, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on peut parler alors un peu plus de ce que ça signifie l'indépendance justement pour Carib? Alors la définition du Centre national du livre, parce que j'ai préparé un petit peu. Une librairie indépendante, c'est quand l'actionnaire ou l'associé majoritaire est personnellement et directement impliqué dans le fonctionnement de la librairie et participe au financement du projet. Donc nous on est dedans. D'accord. L'indépendance de Carib, ça va un peu plus loin. Attends, tu peux répéter les critères? J'ai l'impression que toutes les librairies rentrent dans ces critères en fait. Non. Attends, juste répéter peut-être et après on en discute. L'actionnaire ou associé majoritaire est personnellement et directement impliqué dans le fonctionnement de la librairie et participe au financement du projet.
D'accord. Alors, donc typiquement une librairie de chaîne, précisément, son actionnaire, donc la société X qui possède 80 librairies, n'est pas impliquée dans la gestion quotidienne de la librairie. D'autres cas de figure qui sont moins connus mais qui existent sont des librairies qui appartiennent par exemple à un éditeur. Quand Gallimard est actionnaire majoritaire d'une librairie, c'est pas Gallimard qui gère la librairie, c'est une personne qui est salariée par Gallimard pour le faire. Donc c'est ce qui ne veut pas dire ensuite alors que dans la forme que ça prendra ou dans les choix, ça peut aussi ressembler tout à fait à une librairie indépendante. Oui, c'est-à-dire que ça c'est la définition. L'actionnaire majoritaire peut tout à fait mettre dans la librairie un libraire particulièrement impliqué dans le fonctionnement de sa librairie et du coup donner l'apparence de l'indépendance en termes techniques. J'entends là. Voilà, ça c'est l'indépendance technique et l'indépendance, c'est pas un gage de qualité de toute façon. Il y a des libraires indépendants qui sont des vrais connards. J'en connais pas, mais je pense que ça existe. Non, mais en vrai, là, j'en ai pas en tête, mais vraiment, l'indépendance n'est pas un gage de qualité. Et ça, on ne le cesse de le dire sur la cellule. Hein. Et dans les rayons de la Fnac ou des espaces Leclerc, il y a aussi des vrais libraires impliqués, etc., qui font le max qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, quoi. J'en connais. Moi, mon beau-père est libraire à la Fnac, donc. Puis chez Feu Virgin, on connaissait plusieurs excellents libraires. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est intéressant, c'est justement sur toutes les réflexions que vous faites sur l'indépendance pour une librairie. On a les mêmes en jeu de rôle, quoi. On connaît, Romaric et moi, tout un tas d'auteurs qui ont de grandes qualités d'auteurs et que, ils pourraient avoir qui produisent des œuvres de qualité parce qu'ils ont la chance d'avoir des éditeurs qui leur laissent une grande marge de manœuvre et qui sont pas indépendants pour autant. Et inversement, il y a des... T'es en train de dire que la qualité de quelque chose ne dépend pas de sa dépendance ou de son indépendance vis-à-vis de quelque organisme ou personne que ce soit. Ouais. Sauf que l'indépendance dans les deux cas, j'ai l'impression, te laisse quand même un peu plus les mains libres de faire certains choix. Et puis c'est plus dans la marge de manœuvre que tu as après. Et tu as des contraintes qui sans doute pèsent pas ou pas de la même manière. Anaïs. Pour aller plus loin, j'aimerais bien que tu développes un peu cette histoire d'indépendance. L'indépendance de Charybde, il y a l'indépendance économique, c'est-à-dire que Charybde n'a pas fait d'emprunt à la banque pour se créer. D'accord. Et ça, c'est un luxe. Et c'est hyper important parce que la trésorerie en librairie, trésorerie, ça va, faut que j'explique. Non, ça va aller, je pense. C'est quelque chose d'extrêmement irrégulier, c'est-à-dire que y a en gros, tu fais ton année sur entre septembre et décembre. Après, faut tenir le désert du premier trimestre et il y a l'été où ça retombe. Donc c'est complètement irrégulier et ça, quand la banque ne suit pas derrière, c'est terrible. Ça peut faire fermer des commerces qui vont avoir des entrées, des rentrées, ça va aller, mais la banque suit pas. Et il y a eu une période noire pour les librairies. Je sais pas si ça continue encore, mais je sais que, avant qu'on ouvre Charybde, il y a eu plusieurs librairies comme ça qui ont fermé à cause des banques qui suivaient pas derrière. Et donc nous, ce problème-là, on l'a pas. On n'est pas endetté pour créer. Il y a aussi. Mais un pas de porte sur Paris pour un commerce. On n'a pas de pas de porte. Ah d'accord. On a uniquement un loyer. Vous avez un loyer. C'est quoi un pas de porte? C'est en fait quand t'es un commerce, tu peux avoir un pas de porte pour. C'est un local commercial quoi. T'as un truc en plus du loyer qui peut être monstrueux. Mais du coup, le loyer doit être excessivement cher. Il faut quand même assurer ce loyer derrière. Alors, excessivement cher, on est dans le 12e, on n'est pas dans les beaux quartiers. Le local est petit. On a vraiment, ça fait partie du modèle Charybde aussi d'avoir peu de charges. Une petite surface, un seul employé, le moins de charges possible pour pouvoir faire le plus possible ce qu'on veut. En fait, ma question derrière c'est est-ce que ça vous coûte de l'argent? Non, faire ça. Justement. Non, justement. Non, on a fait en sorte, dit en d'autres termes, si tu veux, le fait qu'on n'ait pas emprunté veut dire qu'on a capitalisé la société de façon suffisante, d'une façon même que certains pourraient juger forte, au départ.
de façon à ensuite. Il y avait plusieurs enjeux. Il y a cet enjeu de pas avoir une dépendance en fait par rapport à des lignes de financement, avec les aléas que ça peut comporter, le fait qu'effectivement un banquier change. Travailler pendant 2 ans avec un banquier qui comprend parfaitement le métier et ses contraintes, et puis hop, la fois d'après, c'est pas le cas, et tout à coup, il y a danger, quoi. C'est des choses qui arrivent. Ouais. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est aussi pour le contenu du métier des libraires, hein, en particulier d'Anaïs, mais les 4 autres associés aussi. Plus la structure financière est je dirais peu solide ou fragile, plus elle est fragile, plus il va y avoir du temps, de l'énergie, des problèmes peut-être qui vont commencer à se préoccuper en fait de financement. Et on l'a vu malheureusement avec quelques collègues dans des librairies qu'on connaît bien, quoi, où les personnes, quand ça commence à mal se passer financièrement, ça devient vite c'est un gouffre, c'est un enfer, parce qu'on pense plus qu'à ça, on pense plus qu'aux échéances, au retour, à gérer justement la trésorerie au millimètre. Et ça, il faut pas se leurrer. D'abord, c'est usant humainement, et puis c'est au détriment de la lecture, du travail sur les livres. Et oui, donc c'est ce que disait Anaïs, c'est un peu un luxe. Mais je crois, nous, on est assez convaincus que c'était un peu un luxe indispensable pour notre modèle, quoi. Ce que je trouve formidable dans votre, Fabien, je trouve Caribde à la fois formidable et fascinante. Je vais expliquer pourquoi. Bon, d'abord parce que moi, je suis enfant de la Fnac et d'Amazon. Hein. Voilà, ça c'est son coming out. Exactement. Vilain. J'ai grandi en allant fureter dans la plupart de ma lecture. J'ai grandi dans des librairies de chaîne. J'ai pas honte de le dire. Et donc j'ai grandi assez seul en termes de livres, c'est-à-dire que j'achetais des livres parce que la couverture me plaisait, parce que j'avais bien aimé un tel auteur, mais la recommandation c'est un truc que je connais très peu, quoi, que j'ai découvert avec vous. Et donc ça m'épate assez. Bon. Encore une fois, moi c'est plus essai que fiction, mais ça c'est un autre problème. Ce que je trouve formidable aussi, c'est que j'avais travaillé quand j'étais en école de commerce sur les questions de librairie, et voilà, il y a un prof qui nous disait un des problèmes des librairies, vous allez me rattraper si c'est faux, c'est que face à des librairies en ligne, donc comme Amazon, c'est extrêmement difficile de se battre sur ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est l'énorme quantité de livres qui vendent très peu en quantité, mais comme ils sont très 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 nombreux, c'est vachement rentable finalement. Donc Amazon ayant ses stocks, un endroit où ça coûte, où le mètre carré au sol coûte pas cher, puis en plus ils ont un système de logistique diaboliquement efficace. Le stock leur coûte pas cher, donc ils peuvent se permettre d'avoir la longue traîne. Alors qu'un truc comme la Fnac qui se trouve, je sais pas, il y en a une près de chez moi, à la rue de Rennes, donc sur une assez grande avenue. Eux pour le coup le mètre carré au sol leur coûte cher, donc ils peuvent pas se permettre. Et le prof nous disait, si on y réfléchit bien, les librairies physiques comme magasins, si elles veulent survivre, c'est à travers la recommandation justement. C'est-à-dire en fournissant un service de qualité que aucun algorithme d'Amazon, vous savez, parce que quand vous allez sur Amazon, ils vous recommandent des livres, quoi. Aucun algorithme d'Amazon pourra jamais, pardon, je les vois en train d'aiguiser leur micro. Et donc, voilà, c'est cette qualité-là qui fera qui est le seul futur possible, envisageable à l'heure actuelle du modèle économique de la librairie ouverte, physique, quoi. Hugues, Anaïs. Je crois qu'il y a 2 choses différentes dans ce que tu dis. Alors, de toute façon, pour que tu sois décomplexé, moi aussi j'ai été client d'Amazon pendant des années, avant de devenir d'abord lecteur client de Scylla, puis acteur de Caribde. Il va falloir que je devienne associé de Caribde. Non, mais donc ça se soigne, et c'est pas nécessairement dramatique. Nous, en tant que libraire, on n'a pas nécessairement un discours ultra militant vis-à-vis d'Amazon. Okay. Tu vois, c'est un fait de la vie, c'est comme ça. Ça rend effectivement un service. Ce qui est intéressant, je trouve, il y a 2 choses. Oui, c'est vrai. Pour un client normal, justement, pas typé spécialement, il s'attend à trouver beaucoup de livres différents à la Fnac. Ouais. Donc quand il le trouve pas, c'est embêtant. Dans une librairie du type de la nôtre, à 45 mètres carrés, le client s'attend pas à trouver tous les livres. Il le sait pertinemment. Donc après, c'est une question de comportement individuel, pas collectif, c'est le comportement individuel. Est-ce que la personne est pressée
Il veut vraiment son livre, il en a besoin pour le lendemain, pour une conférence ou pour quelque chose. Là, soit il y a des services express qui se sont développés auprès des librairies, qui sont une forme de réponse aux situations d'urgence. Soit il le commandera sur Amazon, mais s'il n'est pas pressé et s'il aime bien sa librairie et ses libraires, effectivement, il va dire commandez-le moi, il arrivera dans 2 semaines, même c'est pas grave. Et je précise pour nos auditeurs qui n'habitent pas en région parisienne que Caribd a désormais un système de commande à vente par correspondance. De vente par correspondance, voilà, c'est ça. Donc si vous habitez Brest, Strasbourg ou Marseille, pas d'excuse pour pas commander sur le site internet direct. Mais j'imagine qu'il y a des libraires indépendants à Brest, Marseille, etc. Il y en a un à Saint-Malo, à Paramé. Bien sûr. Il y en a maintenant, et d'ailleurs il y en a très bons à Strasbourg aussi. Avec commande. Après, c'est pareil. Tous les libraires indépendants ne sont pas les mêmes. Faut trouver un libraire qui à ton pied, qui te corresponde. Enfin, c'est ça aussi notre réponse. Le modèle Caribd, il va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui rentrent ici, ils voient les bouquins qui sont en avant, c'est leur bouquin préféré, ils disent mais waouh, c'est chez moi et c'est comme si on avait écrit Bienvenue à la maison. Et voilà, Caribd est fait pour eux. Après, il y a des gens qui rentrent ici, qui demandent quelques bouquins dont les auteurs nous on les connaît pas, sans juger ou quoi que ce soit, c'est juste Caribd c'est pas pour eux. C'est pas votre rayon, si j'ose dire. Voilà, et c'est pas grave. À Paris, il y a forcément une librairie pour eux, quoi. Typiquement, je crois que, un des moments les plus, jouissifs, c'est quand, sur des clients, que ce soit des clients de longue date, des gens qu'on connaît bien, ou des clients relativement nouveaux qui sont rentrés, alors attirés par quoi, ça, on pourrait en parler, mais c'est que tout à coup, ces gens vont tomber sur des livres qu'on ne trouve pas facilement ailleurs. Non pas qu'il y ait une recherche de la rareté en soi, on s'en fiche qu'un livre soit rare ou pas rare, mais simplement, c'est un livre, il est sorti en 1980, il est toujours disponible, il est bon, nous, il résonne avec d'autres livres, donc il est là. D'accord. Et ça, dans beaucoup de librairies, ça sera pas le cas pour les questions que tu indiquais de tenue de stock, de choix, et le fait que plus tu fais la part belle en poids relatif aux nouveautés, et vu la production que ça représente, les nouveautés, on le sait, c'est un des problèmes. Est-ce que c'est un bien, un mal? J'en sais trop rien, mais c'est un des problèmes de cette profession. Quand à chaque fois qu'on parle de la rentrée littéraire, je fais des guillemets avec mes doigts, de septembre, et où il y a 500 livres qui arrivent dans les librairies. C'est un peu une aberration. On va se dire là-dedans, effectivement, chacun va trouver le livre qui va lui plaire. Oui, sûrement, mais c'est marrant ça. Dans un système où les murs des librairies sont pas extensibles, c'est 500 livres qui en chassent 500 autres, quoi. Et ça, c'est un peu grotesque au fond. Moi, je trouve. Je reviens sur la question de la longue traîne. Nous, pour déconner, on dit qu'on est des libraires de l'apocalypse. Et qu'est-ce que c'est un libraire de l'apocalypse? C'est un libraire qui réactive les vieux stocks. C'est le cauchemar des manutes. D'accord. Voilà, on dit ça pour rigoler, mais l'effet longue traîne, on le réactive à Caribd en remettant en table des livres du fond qui ont plusieurs années, qui ont disparu des tables depuis longtemps, parce que la plupart du temps, c'est la place des nouveautés. On découvre pour nous, la nouveauté, c'est un livre qu'on n'a pas encore lu. C'est-à-dire que on en lit aussi beaucoup. Et on va faire un coup de cœur parce que on a kiffé ce livre-là, qu'on découvre juste maintenant alors qu'il a été publié en 70, et c'est pas grave. Caribd, d'une certaine manière, c'est comment dire, la décantation sur le long terme, l'espèce de pierre philosophale de la librairie, quoi. On garde que les meilleurs livres Dans quoi tu t'engages? Non, mais j'aime bien cette image d'après ce que je comprends de la manière dont vous fonctionnez. L'image est jolie, mais je sais pas si elle est tout à fait exacte, parce que il y a quand même une grosse part de hasard, il faut être honnête, tu vois. C'est le hasard des lectures des 5 libraires et des personnes dont on parlait tout à l'heure qui gravitent autour, donc des clients qui échangent beaucoup avec nous. Il y a une part, et c'est bien qu'il y ait cette part de hasard, justement. C'est pas un plan méthodique de décantation année par année, on va extraire les meilleurs. D'une part, même si on a un solide consensus entre nous, mais il y a plein d'éléments où ça varie, où il y a un livre qu'Anaïs va trouver super, moi je vais trouver ça bof.
ou le contraire. Plutôt le contraire. Les gens voient pas les grimaces que tu fais. Hésite pas à les vocaliser. Ça me fait penser à un système que je pratique beaucoup. C'est le système comme vous dites, du conseil en fait. Moi j'écoute un podcast en matière de jeux vidéo qui est le podcast de Gameblog et je m'identifie en fait aux différents intervenants. Ils font des critiques de jeux tous les mois et en fait moi je sais par exemple que j'ai les goûts de Julot ou de Julien et donc du coup quand eux ils parlent, j'écoute attentivement ce qu'ils me disent et j'essaye d'acheter les jeux dont ils me parlent. Lancer un podcast. Je vous le conseille. C'est-à-dire que pourquoi pas les 5 associés. On avait prévu de lancer une émission qui s'appellerait Bernardo Radio, mais on l'a pas fait. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si on réfléchit bien à votre modèle, c'est ça, c'est qu'en fait vous êtes à la fois les libraires et les journalistes au final. C'est-à-dire les chroniqueurs. Alors, c'est ça le rôle d'un libraire. Ah ça c'est toi qui le dis. Pour moi, un libraire, son but, c'est de fournir physiquement au pied de la rue, donc, le livre dont j'ai besoin. Là, ils secouent la tête, chacun. Ils sont scandalisés parce que j'adore troller, je vous rassure. Non, on est justement, alors, oui, d'accord. Ok, donc ce sont des auditeurs réguliers. Ils me connaissent mieux que moi-même, je me connais, comme tous les auditeurs que je rencontre, d'accord, ok. Donc oui, pour moi un libraire, c'est quelqu'un qui fournit des livres physiquement à des gens. C'est pas, pour moi, c'est le rôle d'un critique, d'un journaliste c'est un autre travail, c'est un autre métier. Tu me dis non, nous on fait les deux en un. Quoi. Voire même non, oui, c'est le travail d'un libraire de conseiller. Le rôle du libraire, effectivement, il y a l'aspect service et tiroir-caisse. Mais c'est une facette seulement. Il y a aussi l'aspect défrichage. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que tu appelles le défrichage? Nous, alors, en fait, c'est ça. J'arrive avec une transition qui m'épate moi-même. Dans l'indépendance, il y a l'indépendance de choix. C'est-à-dire que pour Charybde, ça veut dire on propose que ce qu'on aime. On se force pas et personne nous force la main. Charybde est trop minuscule de toute façon pour qu'on tente de nous forcer la main. Donc le problème se pose pas vraiment. Mais les étagères en bois, ça brûle facilement. D'où la boutade de Fabien tout à l'heure sur les nuances de gris. C'est-à-dire que si je débarque ici et j'arrive, je vous demande un livre que vous n'aimez pas, vous allez me regarder, vous allez rire. Non. Si tu arrives et que tu es éditeur et que tu me dis vendez mes bouquins parce que vous allez voir financièrement ça va être cool. D'accord. Et que on regarde les bouquins et que ça nous plaît pas, on va dire bah non merci. Non merci. Bah oui mais vous allez faire du fric. Bah oui mais non merci. Et par contre si tu es client, moi j'ai une dame qui est venue me demander 50 nuances de gris. Il y a pas de mépris à avoir. Je rends un service. Je dis oui si vous voulez, je vous le commande. C'est bon à préciser. Il y a pas de souci. Et typiquement, on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure sur la question de ce que recherche ce client. Donc, qui entrait typiquement dans ce cas-là. Je pense que la personne, si c'est pour nous demander 50 nuances de gris, n'a pas fait le tour de Paris à la recherche désespérée d'une librairie qui l'aurait. Donc c'est que c'est probablement quelqu'un du quartier ou qui était de passage. Donc là, oui, ça lui rend un service. D'accord. Mais si elle en a besoin de façon urgente, on va lui indiquer une autre très bonne librairie qui se trouve à 300 ou à 400 mètres d'ici. Ça, c'est la chance d'être à Paris. Des librairies, il y en a. Et qui a plus de chances que nous de l'avoir, parce qu'elle a plus de chances d'avoir ce qui se vend, entre guillemets. D'accord. Où la personne, effectivement, est pas pressée et simplement, elle dit, vous pouvez me le commander, je passerai le chercher la semaine prochaine. Ouais. Donc, voilà, en fait, indépendant vis-à-vis des fournisseurs. Vis-à-vis du choix de l'assortiment, en fait. Parce que 50 nuances de gris, je l'ai eu une fois pour une dame. Il est pas dans mes rayons. D'accord. En fait, ce qu'on a autour de nous, là, dans les rayons, ça a été choisi. D'accord. C'est-à-dire, on a dit, on veut ce livre-là, mais pas celui-là. D'accord. Et c'est ça que je veux dire dans l'indépendance de choix. Je sais plus comment j'en suis arrivée là. Mais pour aller plus loin, et là je vais peut-être rentrer dans du technique, on n'a pas de grille d'office. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'office? L'office, c'est les nouveautés en librairie. C'est-à-dire, c'est des commandes que tu passes un mois avant que ça sorte, et tu reçois tes cartons au fur et à mesure des sorties. D'accord. La grille d'office, c'est un abonnement. C'est-à-dire que tu coches plus par secteur. Par exemple, pour tel fournisseur, il va te proposer un office de... livre pour enfants, par exemple. Voilà, c'est même plus précis que ça. Ça va être grand format policier, ça va être best-seller.
Ça va être, enfin voilà, ce genre de choses. Livre de fantaisie avec des dalmatiens dyslexiques. Et du coup, tu t'abonnes pour un truc ouais. et tu sais pas ce que t'as dans tes cartons. Tu reçois des cartons. Et au fur et à mesure, et tu sais pas ce qu'il y a. Nous, ça on fait pas. Si tu veux, c'est un système. Enfin, pour vous, enfin, je sais pas si vous connaissez, enfin, la façon dont fonctionne la grande distribution. Pas du tout, très peu. Bon, la grande distribution, quand ont été inventés dans les années 70 et puis généralisés dans les années 85-90 les assortiments centralisés. Pour le meilleur et pour le pire, pour la puissance d'achat que ça donne, parce que quand tu décides qu'un champion de 1800 mètres carrés, où qu'il soit en France, il doit avoir ça comme produit, la décision elle est prise une fois et ensuite ça arrose partout. L'office automatisé en fait pour les librairies, c'est ça, c'est de dire une librairie de tant de trucs, le libraire choisit en fait dans quelle case il veut se placer et ensuite mécaniquement il va recevoir la même chose que 100 autres librairies. Ouais. Ça, effectivement, ça nous intéresse pas du tout. On veut vraiment être dans de l'assortiment piloté, choisi par nos soins, et pas décidé par un logiciel ou par le savoir-faire marketing d'un distributeur, en fait. Et oui, c'est ça. Anaïs disait une fois un truc très intéressant. Un soir, on discutait. Tu disais que tu gagnes vraiment le respect d'un client quand tu parviens à... Quand tu renonces à une vente par honnêteté. Ouais. Et ça, c'est très intéressant. C'est vital. Enfin, moi, si je vais au marché et que je demande, ils sont mûrs vos abricots, et que le mec me dit, ah ouais non, en ce moment ils sont absolument pas mûrs. J'en ai pour 2-3 mémés qui veulent leurs abricots en hiver, mais prends plutôt des pommes, tu vas voir, elles sont super bonnes. Je fais confiance. Ouais. Parce que ça c'est valable aussi pour les auteurs indépendants. Hein. Quand tu déconseilles un jeu dont tu sais qu'il va déplaire, par exemple pour nous deux là, Fabien. Moi, je sais qu'on gagne énormément de respect comme ça. Moi, ça m'est arrivé de dire non, Sens, clairement, passe ton chemin. C'est pas un jeu qui est fait pour toi. Et en général, les gens se disent, après, ils m'envoient des mails en disant, non, c'est bien, c'est honnête, et ils gagnent le respect. Et du coup, parfois même les gens l'achètent après, juste pour voir pourquoi ça leur. Alors, on a des bonnes surprises parfois. Enfin, c'est. Non, d'accord, ouais, c'est intéressant. Mais ça, comme c'est aussi la différence entre un libraire et, par exemple, le fait d'aller juste consulter des chroniques. Le libraire, il va essayer de trouver des livres qui vont te plaire à toi. Le chroniqueur, il en a rien à foutre. Il parle des livres qui lui ont plu à lui. Et enfin, nous, on est un algorithme maléfique, quoi. Un algorithme maléfique. On essaye de trouver les bouquins qui vont te plaire à toi. C'est génial. Tous ces concepts, c'est bibliothécaire de l'apocalypse. Libraire de l'apocalypse, algorithme maléfique, Caribécilla, mais qu'est-ce qu'on est, mais tu nous en mets nous là, Fabien, là, des satanistes là. En plus ils font du jeu de rôle, c'est quoi, c'est un truc de sataniste là aussi, le jeu de rôle, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ceci, par rapport à ce que tu disais sur la production de contenu, sur le fait que c'est des rôles différents, je pense dans ce que dit Anaïs aussi, c'est quand même deux facettes du même métier, parce que dans ce que tu affectais de croire, parce que je pense pas que tu pouvais le croire sincèrement, qu'en fait un libraire c'est juste quelqu'un qui finalement transmet ce que le distributeur lui a donné et s'assure qu'il est bien en bas de chez soi. C'est une vision mécaniste, mais qui correspond à une petite partie du métier, qui est une partie logistique en fait du métier, d'acheminer le livre vers le client. Mais la partie contenu, après, il y a plein de façons de l'exercer en fonction de ses goûts. Mais c'est vrai que quand on est 5, on n'est pas tous en même temps sur le site en permanence. On a des clients justement qui, appréciant l'endroit, ne sont pas juste à côté, viennent pas nécessairement souvent. Mais quand ils viennent, ils ont leur liste en tête. Pour constituer tout ça, c'est vrai qu'on produit aussi du contenu. On a beaucoup ce qu'on appelle nous des coups de cœur sur notre site. On en a quand même plusieurs centaines en 2 ans, donc qui sont des choses qui ont été écrites par les uns ou les autres. Quand un livre nous a vraiment plu, on dit pourquoi il nous a vraiment plu, et puis on l'écrit, et c'est public. Ça permet aux gens de préparer leur petite liste ou de venir en parler, de dire tiens, pour toi ça t'a plu, moi ça m'avait pas plu, et ça crée aussi du débat, de la discussion, ça enrichit le collectif. Vous avez bien répondu, hein, vraiment bravo. C'est-à-dire que la première réponse, c'est de dire mais nous, on est, tu vois, Julien, tous les critiques, les journalistes que tu affectionnes, nous on est mieux que ça parce qu'on sait qui tu es. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'affectionner. Mieux que ça, mais on est différents. On est des non, mais c'est pas la même chose. Forcément, le service est meilleur. C'est-à-dire que c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire puisqu'il est totalement adapté à tes besoins. Oui, mais il est pas adapté à tout le monde.
C'est-à-dire, si tu rentres dedans vraiment à fond et c'est génial. Si tu rentres pas dedans. Ouais, et puis. Sur 5 associés, je suis sûr qu'il y en a au moins un qui me ressemble, tu vois. Ouais, mais en même temps, je pense sur ça, il faut rester modeste. Je pense que tu arrives à approcher certains des goûts d'une personne parce que justement, tu as eu de l'échange avec elle au fil du temps, donc tu sais que cette personne, ça, c'est sûr que ça va lui plaire. Mais tu as aussi, les personnes ont toutes, heureusement, une richesse intérieure, et je dis ça sans sourire, qui fait que tu l'épuises pas la personne même au fil d'une année de discussion. Donc il y aura toujours des surprises, des choses. En fait, tu savais pas que ça pouvait intéresser cette personne parce que tu la connais quand même pas à ce point intimement. Les personnes changent aussi. Il y a des gens qui se mettent à lire maintenant des choses qui leur auraient peut-être déplu il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Sûr. Et tout ça, c'est bien, quoi. Il y a du mouvement. Mais dans tous les cas, le service sera mieux adapté parce que étant au plus proche de la personne étant proche de la personne à qui vous vous adressez, vous êtes plus à même de percevoir ces changements. Et donc forcément, vous avez un service qui est plus adapté aux personnes. Ça dépend ce que tu appelles un service adapté. Si tu as envie de venir à Caribde et de parler de toi, de parler de tes lectures, c'est cool. Mais si tu as juste pas envie de parler à quelqu'un, de rester chez toi et de commander tes livres à minuit, c'est pas adapté. Enfin, tu vois, c'est un truc différent. C'est une autre proposition. Oui, il y a une part d'investissement personnel aussi. C'est marrant. Il faut venir, il faut prendre le temps de discuter. Le but de Caribde n'est pas de plaire à tout le monde, non, mais de plaire aux gens qui vous plaisent a priori. Enfin, c'est bizarre. Ou avec lesquels vous avez des affinités. Comment vous faites pour faire des rencontres alors du coup vraiment nouvelles, des gens qui ne pensent pas comme vous et en fait, parce que j'ai l'impression que grâce au podcast par exemple. Parce que j'ai l'impression que du coup du coup vous allez rencontrer toujours un peu, qui se ressemblent, s'assemblent et au final vous allez, il y aura moins de richesse aussi à un moment donné. Vous avez pas à vous enfermer dans un certain. Je troll encore une fois, je vous pousse dans vos retranchements. On est loin d'avoir épuisé. Enfin, les gens qui nous ressemblent, c'est vaste. Les premières lignes que Hugues avait écrites pour décrire Caribde, c'était une librairie tenue par des passionnés pour d'autres passionnés et d'authentiques curieux. D'accord. Et c'est vaste. Donc l'ouverture fait partie de votre des qualités que vous voulez encourager. Oui, je crois, parce que tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, même tu vois, définir notre ligne éditoriale, même pour nous, c'est difficile parce que on voit bien ce qu'il y avait à l'origine, tu vois, les choses qu'on partage, les choses qui nous sont communes. Ensuite, chacun amène aussi son petit grain de sel, tire un peu la barque vers un truc qui lui plaît plus qu'aux autres. Déjà, de toute façon, si tu veux, cette matière, elle s'enrichit du coup en permanence parce que à un moment, Anaïs va découvrir un auteur qu'elle adore et qu'elle connaissait pas, que personne parmi nous ne connaissait, sur lequel elle est tombée par hasard ou par la recommandation de quelqu'un. Et hop, ça rentre dans le pot commun, quoi, d'une part. Et ensuite, si tu regardes comme les événements, les soirées, les rencontres, quelle que soit la forme qu'elles prennent, qui est multiple, naissent au départ d'un enthousiasme d'un des libraires en général. C'est rarement, ça peut arriver, mais c'est rarement quelque chose, tu vois, qui nous est fourgué, quoi, par quelqu'un. Et de toute façon, si ça ne nous plaît pas, on le ferait pas. D'accord. Donc ça. Et là, tel ou tel auteur tel ou tel éditeur va attirer des gens qui nous connaissent pas. Enfin, c'est normal, qui vont et ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont rencontrer, ce qu'ils vont découvrir ce soir-là, ça va leur plaire ou pas, ça va leur plaire un peu, ça va leur plaire beaucoup. Et ça va leur donner envie de recommencer ou pas. Alors, encore une fois. Pourquoi je vous demande ça? Parce que de l'extérieur, en fait, en vous écoutant depuis le départ, on pourrait se dire finalement cette librairie-là, de l'extérieur, j'entends. Ils font que de la science-fiction, de la fantasy, et puis parce qu'ils aiment ça, ils ne rencontrent que des gens qui aiment la science-fiction et la fantasy, et ils conseillent que des gens qui aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis je t'arrête tout de suite. On a des clients qui ne lisent pas du tout de SF et de fantasy. On en a. Fait, moi, j'ai la chance pas mal. Avec qui vous. nous disent oh là là, la SF, moi j'aime pas. Ouais, voilà. On leur dit il y a tout Non, mais j'ai la chance d'être avec vous en fait et dans la librairie en ce moment, et je peux dire que oui, effectivement, ça se voit dans les rayons que c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que de l'extérieur, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça pourrait aussi paraître mais c'est pas le cas, c'est des fictions au sens général. Oui, si jamais tu fais un comptage très grossier, tu vas voir qu'il y a en fait en gros 18 étagères là dans cette librairie. Il y en a une de SF, 5 de policiers. Et donc 11 de littérature générale. Et les 5 associés, vous avez vraiment des goûts littéraires très différents. Ça vous arrive parfois de vous friter sur des trucs? Ça arrive. Ça arrive. Et dire non, ce livre-là ne doit absolument pas apparaître à Caribde. Au contraire.
contraire. Non, alors sur un livre, pour être en rayon, de toute façon, si l'un de nous l'a aimé, on va pas se battre. Enfin, d'accord, mais c'est toi qui le vends. Voilà. On me demande pas d'aller dire que c'est cool, quoi. Et alors, Fabien. Dans l'ensemble, les vétos, c'est surtout sur l'utilisation ou pas de la machine à café, enfin ce genre de choses. D'accord. Ce qui est vachement important, hein, dans une organisation, il y a pas de petits problèmes. La machine à café, c'est vital. Absolument. Je voulais glisser vers le deuxième sujet sur lequel j'avais envie de vous entendre parler, parce que je crois qu'on a déjà bien parlé de la librairie indépendante. C'est sur les questions de à quoi ressemble à l'heure actuelle le milieu de la SF, de la science-fiction, et puis de tous ces trucs un peu bizarres, un peu inclassables dont je parlais tout à l'heure, type, Merowind Peak, c'est un classique, mais Jacques Abeille, voilà, c'est quelque chose d'assez étrange, parce que c'est pas du tout de la fantasy tolkienienne ou même à la Moorcock. Et puis même un truc comme Haruki Murakami, qui pour le coup est vraiment un auteur qui est très très connu, et qui pourtant il y a énormément d'éléments de surréalisme, de fantastique au sens littéraire dedans. Donc voilà, à quoi ça ressemble tout ce milieu-là à l'heure actuelle? Alors, en fait, je sais pas si on le découvre maintenant ou si le basculement commence à être vraiment visible maintenant, ou si c'est parce que Caribde est exactement sur ce positionnement-là. Mais plus ça va, plus on retrouve du genre chez des éditeurs qui n'en font pas habituellement, sous des couvertures qui ne sont pas celles du genre. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles du genre Alors, SF? Le genre, c'est là en l'occurrence, ça va être les littératures de l'imaginaire. D'accord. C'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique. En gros, c'est les étiquettes valent ce qu'elles valent. Alors, attends, on est en train de chercher un livre. Hugues qui se balade dans les rayons de Vas-y, dis-nous, c'est lequel que tu cherches? J'adore, c'est le podcast. Le Berthelot, en fait, pardon, je voulais attraper le Francis Berthelot. Je sais pas si on l'a, c'est la bibliothèque de l'Entremonde. Les transfictions, oui, Transfiction. J'ai ce bouquin à la maison, je te le montrerai, Rome. Ah ouais? C'est quoi ça? Alors, il se hisse je commente en même temps, un peu comme un commentaire. Oui, magnifique, il cherche. Hisser, absolument, il touche les livres. Oui, il l'a trouvé, non! Rivage. Berthelot, nous y arrivons. Oui, magnifique, bibliothèque de l'Entremonde. C'est extraordinaire. Belle trouvaille de Hugo Robert. Auditeur de la cellule, un événement absolument incroyable. Il revient. Anaïs reprend son micro. Il s'assied, il va nous parler de... Non mais, sérieusement, par rapport à la scène à laquelle vous venez, en effet, d'assister, vous savez que ça c'est un gag récurrent, mais qui est pas toujours les clients qui viennent assister en fait aux soirées. C'est que quand un livre est cité en fait comme ça, mais sans que ça ait été préparé, de très nombreuses fois, pas toujours, mais de très nombreuses fois, il se trouve qu'on l'a. Et même parce que il y a quand même une certaine cohérence ou quelque chose dans cet assortiment qui fait que un auteur qui vient parler d'un livre, il en évoque un autre, mais qui a parfois 15 ans, et il est là, et Anaïs, à ce moment-là, peut le trouver en quelques minutes. Et je maîtrise très bien mon petit côté potiche pour présenter le livre. Bravo, bel exemple. Vous pouvez pas le voir, mais Non, mais je voulais le sortir, ce livre-là, parce que il s'agit pas de conceptualiser de façon exagérée, on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que quand Francis Berthelot a poussé en fait ce concept qu'il a largement créé, donc il a appelé les transfictions, ça représente assez bien, ça illustre assez bien une grosse partie de ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, il y a alors on dit plus aujourd'hui littérature de l'imaginaire pour justement couvrir d'un seul mot science-fiction, fantastique, fantasy. Ouais. Moi je l'aime pas trop ce terme de littérature de l'imaginaire. J'ai l'impression que toute la littérature est de l'imaginaire. Oui, c'est des fictions finalement. Donc ça reviendrait à sous-entendre que dans la littérature générale il n'y a pas d'imagination. Ce qui me semble un peu bizarre. C'est nécessairement faux. Oui. Mais en revanche, on voit bien que des éléments, alors que ça soit des thèmes, que ça soit de simples motifs, que ça soit au contraire des réflexions.
des tropes, comme diraient certains analystes, enfin qui viennent de la science-fiction, de la fantasy ou du fantastique, diffusent, mais elles diffusent depuis toujours dans la littérature blanche, dans la littérature dite générale. Et puis, vraiment, il y a des auteurs qui s'en emparent davantage et qui donc ne sont pas au départ marqués par un genre. Et c'est vrai que tu citais Murakami Haruki, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un qui utilise clairement des ressorts qui viennent d'un fantastique, des mondes parallèles, des choses, mais qui ne les étiquette pas comme s'il était genré, enfin comme s'il avait baigné dans la science-fiction ou dans le fantastique toute sa jeunesse. C'est un outil plus qu'une fin chez lui, de certaine manière. Oui, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est vrai que ça crée tout un espèce de continuum de livres qui sont passionnants et qui parlent beaucoup plus à certains types d'amateurs de littérature que d'autres. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'aime énormément ce domaine. En fait, plus ça va, plus on arrive avec des générations d'auteurs qui ont été baignés dans cette culture SF là. Je veux dire, ils en ont lu Star Wars, ils connaissent, ils kiffent, etc. Et du coup, ils se posent pas la question de savoir si c'est de la SF et si c'est sale, quoi. Ils écrivent et ils se posent pas la question du genre, du ghetto, de l'étiquette, des codes. Des codes, ouais. J'allais dire quelqu'un comme. Et plus ça va, plus il y a des auteurs qui justement se situent à la frontière de plusieurs genres. Je pense par exemple à Lauren Beukes, qui est une auteure sud-africaine dont je viens de lire un thriller, et elle utilise vraiment, mais elle mélange impeccablement les trois. Là, il va chercher le livre. Zoo City. C'est fort. Nouvelle recherche, 4e étage en haut. C'est l'autre. Ça y est, direct. Là, ça a été trouvé. Les Lumineuses de Lauren Beukes. Elle utilise la maison hantée. Donc vraiment un vrai fantastique pur. Elle utilise le voyage dans le temps, donc une réflexion SF derrière qui a déjà été pas mal abordée par la SF, et le tueur de femmes, le serial killer et le côté thriller. Et il n'y a pas un seul de ces trois aspects qui est là juste pour faire du clinquant, pour faire oublier que les autres sont faibles, quoi. C'est vraiment c'est pas complaisant, un truc fait avec honnêteté, sincérité. Elle a fait son truc, et la question de l'étiquette, c'est le problème de l'éditeur ou du libraire derrière, quoi. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que libraire indépendant, vous pouvez aussi choisir de mettre en avant des livres qui seraient inclassables dans des librairies traditionnelles. Et on a même cette chance, on l'a construit. On n'a pas d'étiquette ici. C'est-à-dire que il y a vaguement des zones où il y a un peu plus de SF et un peu plus de polar, mais on n'a pas un rayon avec des trucs. De fait, comment vous classez du coup ? Par collection. Par collection et par éditeur. Ah oui, effectivement. En plus, je viens de m'en rendre compte là. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a. Oui, le point est là. Les mêmes couleurs. Et du coup, en effet, tu vas avoir certaines collections qui sont typiquement des collections de genre, qui se revendiquent étant des collections de genre. Folio SF, c'est clair que c'est. Ça se voit, quoi. Ça, les trucs multicolores sombres, là, c'est. Folio policier, rivage noir, ça identifie. Ah oui, effectivement. Mais pour beaucoup d'autres collections, typiquement, là on l'a sous les yeux, métayer, il y a du métayer noir identifié en noir, mais dans le métayer blanc, il y a aussi de la littérature policière, il y a de la littérature qui est ailleurs, par un autre éditeur, serait peut-être classée en noir. Ils ont même fait de la SF parce qu'il y a Des larmes sous la pluie, c'est un truc qui se passe dans l'univers de Blade Runner. D'accord. Et c'est chez Métellier, sous une couverture très sobre et classe. Pourquoi Vas-y, moi j'ai plein de questions, mais je te laisse embrayer. Non, vas-y, je t'en prie, Fabien. Il faut que je trouve une manière de formuler cette question de façon intelligente. Et là, j'allais être encore grossier et vulgaire. Qu'est-ce qui vous a... Bon, allez, j'y vais. Qu'est-ce qui vous a révolté dans... Pourquoi vous avez eu ce désir d'indépendance, de librairie indépendante ? Je suis désolé, mais moi, je reste là-dessus. Fabien, je sais que tu avais envie d'évoluer vers d'autres sujets, mais moi, ça me passionne, ce truc. Qu'est-ce qui vous a révolté ? Un jour, vous êtes rentré chez un libraire qui n'était pas indépendant et vous êtes dit... Non, je te vois faire des grimaces, Anaïs. La question a l'air bizarre. Non, en fait, ouais, je comprends pas pourquoi pour créer Carib, on aurait eu besoin de révolte. Quelle est la motivation, quelle est l'impulsion C'est plutôt de l'impulsion positive, d'après ce que se faire plaisir. Hein. Voilà, c'est assez important. Se faire une librairie qui leur appartiendrait, enfin non pas au sens financier, mais au sens. Et vous n'avez absolument littéraire. Aucun mépris pour les autres manières d'étaler des livres. C'est-à-dire, il n'y a pas un côté, comment dire, vous sentez pas révolté par d'autres manières de faire ? Alors. Et si oui, lesquelles ? Nous, on se sent pas vraiment libraire. On n'a pas fait l'école.
l'INFL, donc qui est l'école des libraires, comme l'école des sorciers. On n'a pas eu de formation particulière. Alors moi j'arrive des bibliothèques, mais c'est pas du tout la même façon d'envisager le boulot. Et on avait plutôt des envies de lecteurs. On a été porté par des envies des clients de Scylla. Et c'est plus de ce côté-là que la chimie s'est faite, quoi. Qu'un libraire traite ses clients comme un connard ou se contente d'ouvrir des cartons, de poser les bouquins et après se plaigne que son tiroir caisse est vide, c'est son problème. Enfin, je vois pas en quoi ça nous concerne. Je vois en fait. Ce que tu veux dire. Enfin, Charybde, c'est pas un modèle de librairie. C'est ce que je disais aussi au début. D'accord. On prétend pas avoir la solution, le modèle. Juste, nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est une différence parce que nous, en jeu de rôle, on prétend avoir la solution et le modèle. Ça, c'est ça. C'est pour ça que je leur pose des questions. Nous, si on est devenu indépendant, c'est parce qu'il y avait certaines pratiques qu'on pensait nuisibles, que même la recherche de l'argent et en gros du profit et de la croissance à tout prix nous semblait nuisible pour l'imaginaire, pour la variété, etc. Et donc du coup, c'est un peu plus complexe, mais c'est un peu plus complexe, bien sûr. On mais voit je les résume à auditeurs gros au podcast sur l'indépendance, mais tu vois, c'est parti quand même d'une idée. Putain, merde, faut faire les choses autrement. Ouais, et c'est pour ça qu'on est devenu indépendant. Je pense que c'est différent. De ce point de vue-là, clairement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on n'est pas du tout. Je crois qu'on l'est à aucun moment des donneurs de leçons à qui que ce soit. On fait le truc qu'on a envie de faire. On essaye de se créer les conditions pour qu'on puisse le faire. On fait des essais, on fait des erreurs, on corrige, on avance. On essaye de faire ça en bonne intelligence et en essayant de pas perdre de vue notre objectif initial, qui est vraiment de se faire plaisir et de faire partager une certaine façon d'aborder la chose écrite. Et autour de ça, on sait très bien qu'il y a d'autres libraires qui font des choix complètement différents, mais qui sont super respectables, qui ont des équilibres économiques qui sont différents, qui ont pas les mêmes types de clients, qui ont pas les mêmes goûts, les mêmes envies que nous, même s'ils en partagent plein, heureusement, les uns avec les autres, mais il n'y a pas une façon de bien vendre des livres, il y en a plein de façons. Et après, il y a probablement des façons, et ça rejoint ce que disait probablement Fabien tout à l'heure, il y a certaines façons qui, elles, je pense, après c'est leur problème aussi, mais sont dommageables parce que c'est vraiment s'offrir tout nu à Amazon pour se faire tuer, quoi. C'est ça. Ceux qui, à ce moment-là, sont comme une librairie en ligne pas efficace, je pense que ça c'est un problème. Voilà. Mais c'est une petite minorité de librairies où c'est certaines chaînes qui à un moment ont cru ou ont oublié qu'elles avaient un coût d'immobilier que Amazon n'a pas. Et que si elles font la même chose, elles vont perdre à ce petit jeu-là. Elles perdent à ce jeu-là de façon. Elles ont déjà perdu. Elles ont perdu en fait. D'accord. Il y a pas de guerre contre Amazon. S'il y en a une, elle a été perdue il y a longtemps. Toute résistance est futile. Non, mais après, nous notre position, c'est la librairie spécialisée, c'est aller se mettre dans une niche que Amazon n'occupe pas parce que ça l'intéresse pas. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que... Parce qu'ils ne peuvent pas aussi, physiquement. C'est-à-dire que ton algorithme diabolique, là, ou maléfique, ils ne peuvent pas le pratiquer. Faut se méfier, ça. Si. Parce ça que, peut venir. tu vois, quand ils rachètent Goodreads, donc un gros site, en fait, collaboratif de change, un équivalent de Babelio, de Livefly ou de Sens Critique, etc. C'est quand même des endroits où il y a du conseil direct qui se fait entre les gens, il y a des feeds qui se créent entre des personnes, c'est en ligne, et derrière il y a une librairie virtuelle, donc c'est pas nécessairement pas faisable. Je pense qu'un jour Amazon aura un robot qui analysera toutes les données recueillies par Google de façon à se conseiller directement les livres. Oui, il n'y a pas nécessairement besoin de robots. Il y a une partie qui est faite par les internautes eux-mêmes, même et qui le font gracieusement pour Amazon, au lieu de le faire avec des potes quelque part, quoi. Alors justement, c'est intéressant quand même ça. Moi, sur l'autre question, c'est vous allez voir, je reviens un peu sur les histoires de littérature de l'imaginaire, pardon, je n'ai pas de meilleur terme, transfiction. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais, je sais bien, c'est déjà pas la même chose. Mais bref. Mais vous allez voir que c'est lié. On a parlé des libraires, on a parlé des auteurs un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait parler des lecteurs? C'est-à-dire, de votre point de vue, à quoi ça ressemble les lecteurs je parle bien au pluriel, parce que je me doute bien qu'il n'y a pas un type de lecteur de littérature de l'imaginaire, mais dans quelle mesure vous avez le sentiment de participer à
transformer, à évoluer, à faire évoluer, à suivre les évolutions des lecteurs de transfiction ou de littérature de l'imaginaire? Vous avez 4 heures. C'est compliqué. Pour te parler des lecteurs, je vais te parler de ceux que moi je connais, c'est-à-dire ceux de Charybde. C'est vraiment une toute petite part du lectorat SF. Évidemment. C'est particulier, quoi. Dans l'ensemble, le lecteur de Charybde, c'est un gros lecteur. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. C'est quelqu'un qui achète encore plus que ce qu'il lit. Ouais. C'est l'acheteur compulsif. Ouais. Qui a besoin d'avoir 300 livres d'avance parce que sinon ça va pas. Puis après pendant un mois on le voit plus parce qu'il se dit non, pour mes stats il faut que j'arrête d'acheter pour lire plus que etc. Puis au bout d'un mois il tient plus, on le revoit. Vous êtes un peu des dealers quand même. Hein. Non, parce que les dealers ne consomment jamais ce qu'ils vendent. Or là, je crois que ils consomment pas mal. Hein. Excuse-moi, je veux pas dire Fabien, c'est l'avantage des livres, ils s'usent pas à la lecture. Après, on constate vraiment sur les clients de Charybde, ils sont arrivés quelque part au bout de ce que Scylla avait à leur proposer. D'accord. Ils commencent à se dire ou ça fait un moment qu'ils se disent que la SF, ils ont un peu fait le tour. Et ils veulent lire d'autres choses, mais des choses qui aient du goût. Genre, je sais pas, je suis très gustative comme fille, donc je sais pas trop comment définir le truc, mais où ils vont retrouver le kiff qu'ils pouvaient avoir en SF, en fantasy, en fantastique, voilà, et pas se retrouver par hasard sur Jean-Paul, 30 ans, qui a des problèmes dans son 5e arrondissement, et c'est dur. Jean-Paul, si tu nous écoutes, décidément, on parle beaucoup de lui. C'est le prénom de mon papa. En plus. Ah d'accord. Donc ça. C'était par rapport et ça, au lecteur. Je sais pas dans quelle mesure ça accompagne aussi le fait que en ce moment en SF, il y a un sentiment général qui est que il y a plus grand chose qui excite les gens, quoi. Dans les parutions. C'est compliqué à dire parce que il y a encore des très bons éditeurs, il y a des petits éditeurs avec beaucoup de bonne volonté qui tentent des trucs, qui vont sortir des traductions de trucs intraduisibles qui datent d'il y a 30 ans. Mais il y a un sentiment général et apparemment ça se retrouve aussi en BD, ça se retrouve aussi en polar, de lecteurs qui ont le sentiment que il y a plus grand chose d'excitant, quoi. Hugues, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. On est là pour les détromper. Hein. Bien sûr, justement. Moi, de toute façon, j'ai pas une aussi bonne appréhension que ce que Anaïs peut avoir en fait des lecteurs. Je les rencontre moins. Je suis peu présent moi physiquement à la librairie. Donc ce sera plus des échanges occasionnels lors de rencontres ou des échanges en ligne. Et moi, au départ, je suis pas très inscrit dans ce milieu SF, même si je suis un gros lecteur de SF aussi, quoi. Mais je suis jamais allé à une convention de SF. Tu vois, Anaïs non plus, d'après ce que tu as l'air de dire. Je sais pas si les Utopiales, ça compte comme une convention. C'est pas une convention, c'est un salon, mais si, ça compte pour moi. Bon, bref. Ouais. Et du coup, oui, j'ai entendu aussi ces remarques-là en disant, ouais, il y a plus beaucoup de choses un peu nouvelles et excitantes qui sortent. Et je crois pas que ce soit le travail des éditeurs qui soit en cause, parce que il y en a qui sont très très bons, qui font un boulot de fond. Mais il y a peut-être une usure de certaines thématiques ou de certaines formes, ou peut-être effectivement un genre, et ça lui est déjà arrivé dans le passé, donc je suis pas inquiet moi nécessairement pour le genre dans l'absolu. Il y a eu fin des années 70, il y a beaucoup de gens qui disaient tiens, il y a de l'essoufflement. Nous on entend aussi souvent la mort du jeu de rôle, c'est pour l'année prochaine. Bon, mais c'est vrai que c'est ça. Bon, longtemps qu'on n'a pas entendu t'inquiète, ça va revenir. C'est comme les modes. Il y a des vagues. Alors que quand on agrandit l'espace de jeu, qui était l'expression de Xavier au départ, mais qui correspond bien, puisque Charybde c'est un agrandissement de l'espace de jeu et pas simplement en termes de mètres carrés, en termes de ce qu'on y met par rapport à Scylla. Là, on s'aperçoit, ce que dit Anaïs, c'est totalement juste, c'est que avant d'avoir perdu toute excitation en mettant l'ensemble de la littérature dans le pot, ça va, on a le temps, quoi. Oui, je sais pas s'il y a une seule personne qui a lu tous les bouquins qui nous entourent, quoi. Non, Hugues non. Non, ce n'est pas le cas. Et Anaïs qui dénonce son petit camarade. Il y a une question que je voulais vous poser aussi, c'est par rapport à les auteurs indépendants dans tout ça.
On dit souvent qu'il y a une rivalité entre le libraire et l'auteur indépendant, parce que l'auteur indépendant cherche à obtenir, à réinvestir une marge qui avant était dévolue à la librairie ou à son distributeur. Une marge financière, donc. Absolument, une marge financière. Est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous proposez pour les auteurs indépendants, en gros? Alors, l'auteur indépendant en littérature, je crois que ça n'existe pas. Très bien. C'est l'auteur auto-édité. D'accord. Ce qui revient au même dans notre. Ok. Alors, ça n'a pas forcément la même notion. Enfin, c'est pas forcément la même notion en littérature. Ouais, je comprends. Je sais pas ce qu'il en est pour le jeu de rôle. C'est pour ça que je vais. En littérature, il y a des éditeurs indépendants qui font un boulot de fou pour beaucoup. Il y a vraiment un fourmillement de projets, de prises de risques, de propositions. Quelqu'un qui a un bouquin génial, qui a écrit un super roman, un super recueil de nouvelles, a priori trouvera à se faire éditer. D'accord. Du coup, on a une énorme méfiance pour les auteurs auto-édités, dans la mesure où ça veut dire qu'il a pas passé le filtre, quoi. Ouais, je comprends. Ce qui est pas toujours le cas, et on n'est pas non plus fermé. Enfin, je veux dire, quand des gens nous en proposent, on en lit. Il y en a quelques-uns, mais vraiment très 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 peu qu'on a rentré. Après, il y a des secteurs aussi où il y a moins ce fourmillement-là. Je pense par exemple en litté africaine. Il y a beaucoup plus d'auteurs auto-édités parce que il y a très peu d'éditeurs qui assument ce travail sur la littérature africaine. Qu'est-ce que Mais a priori, ça se compte sur les doigts d'une main. Les bouquins auto-édités qu'on a pris par contre, on en a refusé un paquet. À commencer parce que c'est mal maquetté, c'est moche, c'est bourré de fautes, et moi je vends pas ça. Je peux pas vendre, quoi. C'est pas de la bonne dope. D'accord, ok. C'est coupé. Après, qui vendent leurs trucs sur Internet, ça me pose aucun problème. Aucun problème. Mais quand ils passent à la librairie me démarcher, parce que l'auteur demande aussi à être présent en boutique, parce que mine de rien, il a besoin de visibilité. Et le jour où j'ai plus d'auteurs qui viennent me proposer leur dope plutôt que de clients qui viennent acheter un truc, le dernier, c'est vrai, quand il arrive, je le reçois un peu sec. Parce que s'il y a une chaîne du livre, c'est aussi parce que ça produit des filtres. Et au final, qu'arrive un filtre, et un gros filtre. Et l'éditeur au-dessus est un filtre aussi. Ouais. Et ça veut dire qu'on est un service aussi pour le lecteur. Ce qu'on lui propose, c'est vraiment de la bonne cam. Comment vous parlez de ça? C'est extraordinaire. Ouais, non, mais d'accord, ok. Mais du coup, pour moi, il n'y a pas de concurrence entre l'auteur indépendant qui se vend sur le net, sur des forums, sur lulu.com, etc. On n'est pas juste sur le même marché, sur le même truc. D'accord. Après, quand ça nous prend, nous, du temps, de l'énergie, etc., parce que mine de rien, on est un lecteur. Et on se retrouve, nous aussi, noyés dans une masse de gens qui nous demandent de regarder leurs trucs pour après les prendre. Ça, c'est un métier, ça s'appelle éditeur, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Putain, vache. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Je fais des découvertes. Non, mais je vois en fait que vous avez réponse à toutes les questions un peu épineuses, quoi. On voit bien que vous y avez bien réfléchi. Ça a été mûrement pensé. Vous, j'ai envie de dire, vous êtes des libraires lecteurs au service d'autres lecteurs. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai du mal à mettre des mots sur votre indépendance, mais on l'entend dans le podcast. On voit bien de quelle indépendance il s'agit, même si c'est pas indépendance vis-à-vis des distributeurs, vis-à-vis d'un certain modèle on voit finalement que vous fuyez la rentabilité, mais en même temps, si vous pouvez, on la fuit pas. Non, on la fuit pas. Non, mais si le désir de rentabilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à vendre votre âme à des éditeurs, c'est-à-dire ou à des distributeurs, parce qu'ils vous disent ça va se vendre pour la trésorerie. C'est ça que je veux dire.
Oui, après, on n'est pas non plus dans une position de branchouille qui va être si ce livre est considéré comme un best-seller et qui nous plaît, et qui mais vous on plaît, le prend. vous le prenez. On est bien d'accord. On n'est pas dans un truc de. Ouais. Mais la priorité, le curseur n'est pas mis là-dessus. Non, mais on essaye vraiment, je pense, d'être assez vigilant tous les 5 pour se garder de ces 2 écueils-là. C'est-à-dire l'écueil qui serait parce que c'est vraiment obscur, ça va être génial. Voilà, c'est ça. Et puis son pendant, quoi, qui serait dire ouais, si ça sort chez un gros, c'est probablement un peu cheap, quoi. Ouais. Justement, non, il y a des exemples et des contre-exemples dans tous les cas. Il y a des éditeurs indépendants. Là. Ce que dit Anaïs, c'est très important parce que c'est probablement quelque chose qui est un élément de santé de la chaîne actuellement. Donc même si tout le monde est un peu en mode survie, et c'est ce qu'on entend beaucoup, et c'est vrai, mais il y a beaucoup de monde en mode survie. Il y a une vitalité, c'est-à-dire que peut-être par rapport à d'autres secteurs, et moi je connais très mal le jeu, mais je pense que l'édition étant beaucoup plus concentrée, beaucoup plus massive, il n'y a pas ces centaines d'éditeurs indépendants qui font que oui, un auteur bon an mal an, ça peut être dur parfois. Il y a bien entendu des processus qui sont pénibles humainement parce qu'on se fait rejeter ou qu'on trouve pas le bon éditeur, parce qu'il faut les trouver aussi. Parfois. Certains qui recourent à l'auto-édition, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps, la patience, l'énergie de faire le chemin qui consiste à aller fouiller parmi 100 ou 120 petits éditeurs celui qui répond bien. C'est vrai, mais c'est présent, quoi. Et ça, on en bénéficie. Et c'est vrai qu'on s'entend bien aussi avec ces éditeurs, mais avec des très gros. Qui font parmi vraiment des gens qu'on estime, qu'on respecte, comme avec des tout petits qui font un travail qu'on adore, quoi, qu'on trouve fantastique. D'accord. C'est vraiment la question du résultat, quoi. Du livre avant tout. Comment tiens, c'est une très bonne question. Comment vous mesurez justement votre résultat? Après quel mois vous êtes content et après quel mois... Là, tu parles du résultat comptable. Elle parlait du résultat, qualitatif. Non, justement, je ne parle pas spécialement du résultat comptable, justement. Je leur demande de dire comment est-ce qu'ils évaluent leur activité. C'est-à-dire, justement, la réponse, ce sera peut-être justement pas un résultat comptable. Il y a peut-être des mois où, justement, ils sont dans le rouge et pour autant, ils sont contents parce que ils ont mis plein de gens à je ne sais quel livre qu'ils adorent. Tu vois, c'est ça. Comment vous évaluez votre résultat? Comment vous évaluez ici que le fait vous dites que Caribe, c'est un bon projet? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... dans l'ensemble, à partir du moment où nous, on est satisfait, le résultat comptable, il va... comment dire? C'est un indicateur sur ce qu'il faudrait qu'on fasse de mieux, ce qu'il faudrait qu'on fasse autrement, etc. pour redresser la barre. Mais c'est pas ça qui va faire forcément qu'on est content de nous ou pas. Voilà, mais une super belle rencontre avec un éditeur qui est là, qui nous invite tous au resto derrière parce qu'il a été tellement ému. Non mais vraiment, vraiment. Bien. Moi je tombe amoureuse une fois par mois. Donc c'est donc mon dernier coup de cœur en date, c'était Laird Hunt, qui est un auteur américain, et la soirée pour moi elle a juste été magique. On a parlé de son bouquin, j'ai discuté avec lui, la traductrice était là et tout le monde derrière a dit mais c'était une très belle soirée. L'éditrice était là et c'est quelqu'un dont on respecte énormément les choix et qu'on admire assez, qui a une capacité à s'enthousiasmer pour des livres invendables qui est génial. Et ça a été super, on a passé une super soirée. Et moi voilà, j'en suis toujours pas redescendue de ce nuage là, quoi. Et ça c'est personnel, et après je pense que voilà, chacun a son moment. J'ai un client du quartier qui est venu plusieurs fois, et à chaque fois qu'il vient, il demande bonjour, conseillez-moi un bon bouquin. Alors c'est vaste. Donc voilà, on essaye des trucs, on lui propose et il prend, et quand il revient il dit ouais c'était bien, et un autre, et on va comme ça. Et juste pas longtemps avant Noël il m'a dit mais voilà, faut que je vous dise, l'ouverture de Caribe ça a changé ma vie. Parce que moi avant je lisais plus de littérature contemporaine parce que j'y trouvais pas mon compte. Il était dans cette phase de lassitude dont vous parliez tout à l'heure finalement. Depuis que vous avez ouvert, je lis que des trucs cool, et voilà, merci quoi. Et voilà, c'est ça vaut le coup de faire Caribe, rien que pour ces moments-là quoi. Dis-moi quel résultat tu attends d'une activité, je te dirai qui tu es, tu vois. C'est intéressant comme question. Je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on disait presque au tout début, c'est que
il faut pas se leurrer. On a besoin d'une certaine rentabilité qui assure la juste rémunération d'Anaïs et la survie du projet dans la longue durée. Donc ça, c'est nécessaire. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu et que le plaisir, l'envie, il vient plus de choses qui sont qualitatives, en fait, qui sont des moments de un peu magique. Enfin, il faut pas galvauder le mot, mais c'est quand même ça. Ça peut être une soirée où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça peut être un client, quelqu'un qui lisait tel type de bouquin et puis avec qui on a beaucoup échangé, puis qui à un moment se lance un peu dans un autre bain parce qu'il l'a vu ici, parce qu'on en a parlé, et qui découvre un truc tout nouveau. Et il en a pour des années à faire ce plaisir. Ça peut être effectivement aussi un auteur qui dit on a rarement. Alors après, c'est sincère ou pas sincère. Enfin bon, voilà, mais on a rarement aussi bien parlé finalement de mon livre, et c'est ça, parce que ça rejoint le fait que c'est beaucoup de bouts de métier dans un seul, en fait. Enfin, en tout cas tel qu'on le pratique. Je pense que oui, tu disais, il y a des métiers, c'est des métiers de journaliste et de critique. Dans l'animation d'une soirée, le libraire, il est un peu journaliste, un peu critique aussi, quoi. Et il y a Anaïs. Il y a aussi sur les chiffres qui nous plaisent. C'est aussi quand on apprend que on a été le meilleur point de vente sur un livre invendable. Vous êtes le seul sur Paris de vendre. Alors c'est pas cool pour le livre, parce que si nous on en a vendu que 50 et que c'était déjà le meilleur point de vente, ça veut dire que voilà, ailleurs il s'est pas beaucoup vendu. Ouais. Mais ça nous fait plaisir de se dire que voilà, ça nous fait plaisir de voir que dans nos best-sellers à nous, il y a je sais pas, une dizaine de trucs qui n'apparaîtront jamais dans les best-sellers de toutes les autres librairies, d'éditeurs confidentiels, d'auteurs pointus, difficiles, et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de faire mentir cet adage qui est qui se dit beaucoup dans les grands groupes et les grosses structures. De toute façon, maintenant il y a plus que la merde qui se vend. À Charybde, c'est pas vrai, et ça se voit dans les chiffres. Bon, après, les chiffres sont tellement minuscules que ça a pas de sens au niveau national, quoi. On est d'accord, mais nous, ça nous fait plaisir parce que ça existe. On voit quand même qu'il y a cette idée aussi de variété salutaire, c'est-à-dire que vous proposez une variété qu'on ne trouve quand même pas dans d'autres rayons, et voilà. Quand tu dis ce qui me fait plaisir, c'est de vendre une grande quantité d'un livre qui ne s'est pas vendu ailleurs, il y a cette idée que nous ici on a distribué quelque chose que nulle part ailleurs on a mis en avant, ou tu vois, il y a une idée, les lecteurs de Charybde sont riches de quelque chose que les autres n'ont pas, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire, mais il y a un côté précieux parce que c'est rare, tu vois, quelque part, non? Là, en l'occurrence, c'est peut-être aussi parce que Charybde réunit les lecteurs qui étaient vraiment calibrés pour ce bouquin-là. Et que voilà, enfin, s'il y avait 50 lecteurs en France, ils étaient à la librairie Charybde. C'est marrant, enfin, juste pour une anecdote en tant que, mettons, que client de Charybde. Il y a un livre que j'avais adoré, que j'avais lu parce que j'avais trouvé par hasard dans une librairie à Douai quand je faisais mes études dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui s'appelle La Cité des Saints et des Fous de Jeff Vandermeer. Ouais. Et qui est un livre, je crois, assez confidentiel pour le coup, c'est rien de le dire. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai vu mis bien en évidence sur la table d'un libraire du mois, et je dis c'est bon. Le côté un peu, je rentre à la maison, voilà, il y a un petit peu de ça, quoi, parce que. C'est un livre choisi par Asphalt. Et je savais même pas en fait que c'était un livre confidentiel. Simplement, j'ai jamais retrouvé qui que ce soit qui l'avait lu et aimé aussi. Et bon, faut dire, c'est pas un livre facile, mais c'est vraiment un livre. Il y a des passages qui sont codés, il y a des passages qui sont autoréflexifs, c'est-à-dire que l'auteur s'inclut lui-même dans le livre, des choses comme ça. Mais c'est vraiment un livre qui est magnifique. Donc. Et en fait, c'est marrant parce que ce livre est sorti dans une collection qui s'appelait Interstice chez Calman Levy. Et cette collection, c'est exactement ça qu'on voulait faire avec Charybde. Interstice, c'est par rapport aux interstices entre les genres. La littérature transfictionnelle, l'autre mot, c'est littérature interstitielle. C'est joli comme et du coup, la plupart des bouquins de ces collections-là, cette collection-là, c'était justement se trouver pas vraiment de la SF, mais pas vraiment autre chose non plus. Avoir voilà
inclassable. Du coup, il faudra rebaptiser cette librairie entre Charybde et Scylla, parce que là, du coup, on est toujours dans les interstices. On trouve le. Hugues, tu voulais intervenir, excuse-moi. Ah non. Non, ah d'accord. Je t'ai vu saisir ton micro et j'ai changé de D'accord. de position. Tu commences à avoir des fourmis. Donc ouais, littérature interstitielle. Ok, eh bien très bien. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de votre temps et de votre sincérité. Trouver. On sent que vous cherchez à trouver des solutions en fait. Finalement, c'est ça. Vous êtes en recherche. Vous dites oui, tous les libraires survivent, et vous êtes vraiment en recherche d'une espèce de solution pour faire survivre la librairie. Finalement, c'est ça. Je me trompe pas. Non, enfin la librairie c'est j'ai du mal à vous saisir. Hein. J'ai vraiment du mal à comprendre. J'ai l'impression juste avant ta réponse, j'ai l'impression. Je vais être incapable de faire une conclusion sur ce podcast parce que j'arrive pas à comprendre ce qui. J'ai l'impression que depuis le début, tu projettes beaucoup de tes propres fantasmes. Tu me parles, hein. Tu dis Romaric. Oui, je dis ça à Romaric, pardon. J'ai l'impression que depuis le début du podcast, de Romaric projette beaucoup de ses propres fantasmes sur carrément sur Charybde. Carrément. Et que donc il y a plusieurs fois où dans le podcast on a eu cette sensation de mais ce que vous voulez faire c'est ça, et puis non. Hugues et Anaïs fait non mais tout. C'est pas exactement ça. Donc moi, je dirais certainement pas qu'on est en recherche d'une solution, tu vois, de survie pour la librairie. Oui, c'est ce qu'ils disaient tout à l'heure. Ça, sûrement pas, quoi. Ils ont pas vous n'avez pas vocation à essaimer, quoi. On a un projet qui est évolutif, qu'on a essayé de faire partager, mais qui a certaines caractéristiques qu'on connaît et qu'on comprend tous les 5. Ouais. D'autres qui sont un peu plus mystérieuses, qui se font en avançant, qui peuvent changer. Mais on est plus dans le cas, il faut avoir un modèle économique basique mais qui permettent de survivre. Oui, ça c'est dans les conditions qu'on a indiquées. Mais après il faut pouvoir se faire plaisir pendant encore 15 ou 20 ans, quoi. C'est ça le. Eh ben moi je vais réécouter ce podcast et je vais essayer de comprendre. Et tu nous feras une conclusion tout seul à Chamallow. Je ferai une conclusion plus tard. Tu peux poser tes questions dans les commentaires. Ouais voilà, non mais c'est tellement aux antipodes effectivement des motivations. Moi en général, je suis très content de ce podcast. Mais est-ce que tu en connais beaucoup des libraires, parce que des libraires comme nous, il y en a quand même pas mal comme nous. Nous, on est un peu extrême parce que justement, on arrive d'ailleurs, etc. Mais des libraires qui font un boulot qualitatif, furieux, j'en connais beaucoup, et qui ont une vraie passion et qui se donnent vraiment pour la littérature et ce qu'ils aiment. Il y en a un paquet. Mais oui, mais il y en a un paquet. Et d'ailleurs, on peut le dire. Enfin, je sais pas quand ce sera diffusé, votre podcast, mais il y en a une libraire qui sera là comme libraire invitée, justement parce que actuellement, elle ne travaille pas pour une autre librairie. Sinon, ça aurait été plus délicat, évidemment. Qui s'appelle Sophie Quedville, qui a travaillé notamment au MK2 Loire et au genre urbain, et qui fait partie de ces la Rolls-Royce des libraires en France, quoi. D'accord. De ces libraires qui de combat qui sont époustouflantes. Une libraire maléfique, une libraire de choc, un libraire de choc, démon majeur, apocalyptique. Ok. Mais je crois que néanmoins, connaître des libraires et voir leur passion n'implique pas de comprendre leur motivation et d'où leur vient cette passion. Et néanmoins, je crois que c'était important qu'il y ait un peu cet échange entre Romaric et puis Anaïs et Hugues, parce que avec ce que tu projetais, ça a permis, je crois, de gratter un peu et puis d'éviter les incompréhensions que les auditeurs auraient pu légitimement avoir. Absolument. Parce que nous et vous, on parle pas du tout d'indépendance de la même manière. Absolument. Donc, je suis très content de me dire que j'avais bien raison de faire ce podcast et que c'était tout à fait justifié comme. Tout à fait. Merci à vous d'être intervenu sur la cellule. Merci à toi Fabien de m'avoir présenté ces gens extraordinaires qui me retournent le crâne, que je réécouterai au montage pour comprendre ce qu'ils racontent. Merci à vous. Allez, merci à vous, vraiment. À la prochaine. Soyez dans les interstices. Ciao. À bientôt.